sont face à face et se parlent de manière franche, sans langue de bois. Les négociations dites directes ont débuté aujourd'hui à Alger. Le gouvernement et les groupes armés du monde du Nord sont à nouveau réunis pour une nouvelle phase des pourparlers intermaliens. Objectif, trouver les voies et moyens pour une paix définitive. Les jeunes fers de lance de tout développement, dit-on, ils sont au centre de la Journée internationale de la démocratie. Leur participation est fortement demandée dans l'ancrage de la démocratie. C'est en tout cas le thème choisi pour cette édition et ce sont les élus de la nation qui se penchent sur la question. Toujours en parlant des jeunes, ils initient demain dans notre capitale un forum international des jeunes sur la paix, la sécurité et le développement dans le Sahel, sous la présidence du chef de l'État. À m'écouter sur ce plateau, le président du Conseil national de la jeunesse, Mohamed Salia Touré, nous dira quels sont les enjeux de cette rencontre de haut niveau pour notre pays. Il est notre invité de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Soyez les bienvenus à cette édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Le chef de l'État vient de boucler, vous le savez, une visite en Chine. C'est au compte du Forum économique mondial de Davos. Parmi les membres de la délégation présidentielle figurait le ministre des Industries et de la Promotion des Investissements. Moustapha Ben Barka a visité une usine de produits pharmaceutiques. La société chinoise qui exporte déjà aux États-Unis est en train de construire une filiale entre Bamako et Sanankoroba. Elle peut être considérée comme une des preuves de l'excellence des relations sino-maliennes et de la confiance que les investisseurs chinois placent au Mali. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Tchessira Dambélé et Idrissa Traoré. C'est en 2012, au plus fort de la crise malienne, au moment où certains partenaires mettaient en berne leur coopération avec le Mali, que la société chinoise Humanwell a décidé d'investir au Mali. Spécialisée depuis 2006 dans les produits pharmaceutiques, les études de faisabilité avaient démontré que le Mali est un bon risque. Aujourd'hui, Humanwell construit à Sanankoroba une usine de produits pharmaceutiques pour plus de 18 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, Moustapha Ben Barka, est sorti confiant d'une visite et d'une présentation de l'usine mère à Wuhan. L'usine qu'on vient de visiter répond aux normes de Foods and Drugs Administration, qui est donc l'agence américaine qui s'occupe de tout ce qui est médicaments, en tout cas aux États-Unis. Donc une usine qui exporte des médicaments aux États-Unis et également est en processus pour avoir les obtentions pour exporter également en Europe. Donc je pense que cela est quand même une satisfaction de venir voir nous-mêmes de visu comment sont les installations, voir la taille. C'est une entreprise qui fait plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an, qui est quand même donc qui montre un peu leur sérieux. Et nous sommes heureux au Mali qu'ils aient décidé d'ouvrir leur bureau, en tout cas pour servir toute l'Afrique de l'Ouest, et que cette usine-là soit basée au Mali. La nouvelle usine de produits pharmaceutiques du Mali est déjà réalisée à hauteur de 95%. Elle n'est que le début d'un vaste projet d'investissement sous-régional selon son PDG. Le Mali se trouve au milieu de l'Afrique de l'Ouest. C'est à partir du Mali que nous pouvons exporter nos médicaments. Voilà pourquoi nous avons choisi le Mali. Et géographiquement, le Mali est bien placé par rapport aux autres. Nous avons constaté après notre étude de prospection que la consommation annuelle des sérums au Mali et les sérums importés à Bamako, pour tout le Mali, ne suffisait pas. Lors des échanges avec le ministre en charge des investissements, le PDG de la société a évoqué d'autres projets en vue pour le Mali. Après la construction de l'usine, nous voulons encore penser à investir au Mali dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise. Ça, c'est deuxièmement aussi, nous voulons aussi construire une banque chinoise, China Bank, parce que nous avons constaté que les banques chinoises ne sont pas présentes à Bamako. Il est également prévu de réaliser une route bitumée devant désenclaver la nouvelle usine, la construction sur le site d'une école et d'un centre de santé. Humanwell bénéficiera de tout l'accompagnement du gouvernement malien qui veut que cette implantation au Mali soit un réel succès, a laissé comprendre le ministre en charge des investissements.
Toujours en Chine, les ministres en charge des investissements et de la communication étaient face à la presse pour faire le point de la participation du Mali au dernier forum économique mondial tenu la semaine dernière à Tianjin en Chine. Selon Mahamadou Kamara et Moustapha Ben Barka, la participation du Mali à cette rencontre mondiale de haut niveau a été un véritable succès. Le compte rendu de Tchessira Dambili. Au Forum économique mondial de Tianjin, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, était accompagné d'une forte délégation comprenant 6 ministres et des opérateurs économiques maliens et chinois. Pour le gouvernement malien, la participation de notre pays a été un succès. Le premier, c'est le retour du Mali sur la scène internationale. Et je dirais que cette visite en Chine est quelque part le point d'orgue. C'est-à-dire que notre pays a été choisi parmi beaucoup d'autres pour être l'invité d'honneur du Forum économique mondial et également l'invité d'honneur de la Chine. Cela marque le fait que le pays est, pour de bon cette fois-ci, de retour sur la scène internationale et qu'il suscite à nouveau un intérêt et que sa voix est à nouveau écoutée. Deuxièmement, sur le plan économique, je dirais que cette mission, à travers les différents engagements qui ont été pris, les différents projets qui ont été lancés, témoignent du potentiel de l'économie malienne. Lorsque la deuxième puissance économique du monde s'intéresse à votre économie, ça veut dire qu'il y a un intérêt certain, réel, et que vous avez un potentiel incroyable dans tous les secteurs. Les activités de la délégation sont allées au-delà des 3 jours du forum. Participation à des panels, rencontres bi- et multilatérales qui ont été soldées par la signature d'accords et de conventions ayant permis à la Chine de magnifier son amitié avec le Mali. Des dons sans condition de 18 milliards, un prêt sans intérêt de 8 milliards, on est à peu près de 26 milliards, ce qui est quand même extrêmement important pour le Mali et qui sera bien entendu dédié à des projets bien spécifiques qui seront déterminés bien entendu par le Mali. Également des dons qu'on a reçus pour lutter contre Ebola. Par ailleurs, la Chine a décidé de donner, de nous offrir 600 bourses d'études au Mali sur 3 ans. Donc ces bourses, bien entendu, seront destinées à des étudiants qui vont aller se former en Chine dans différents secteurs qui seront profitables, bien entendu, pour notre économie. Ensuite sont venus les différents protocoles d'accord qui ont été signés avec la partie chinoise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on signe un protocole d'accord, cela veut dire qu'il y a un financement qui est adossé à ce protocole, qu'il faut aller mobiliser et c'est le projet qu'il faut mettre en œuvre. Le Mali et la Chine ont également signé une convention qui va dans le sens de la construction de 24 000 logements sociaux au Mali. Notre pays a également lancé le processus d'adhésion à l'initiative Grow Africa qui a déjà mobilisé environ 10 milliards de dollars en faveur de l'agriculture de 10 pays d'Afrique. Il reste pour le gouvernement malien de suivre de près l'évolution des engagements pris à Tianjin. Toujours hors de nos frontières, à Alger, le gouvernement et les groupes armés du Nord sont à nouveau réunis depuis ce matin autour de la même table pour une nouvelle phase des pourparlers intermaliens, celle dite des négociations directes. Les travaux qui ont débuté ce matin doivent se poursuivre dans les prochains jours sous l'égide d'une équipe internationale de médiation dirigée par la partie algérienne. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Alger, Aboubacar Traoré et Yaya Kounati. Retour à la résidence El Mitak pour les participants au pourparlers inclusif intermalien. Ce 15 septembre marquait en effet le début de la tentative phase de négociation directe entre le gouvernement et les mouvements du nord du pays au sein des groupes thématiques conformant à la feuille de route d'Alger. Autour de la table de négociation, la délégation gouvernementale et les groupes armés face au panel de médiateurs sous l'œil vigilant du haut représentant du président de la République. Place à présent à des discussions directes sur toutes les questions de fond. Nous venons d'abord avec un état d'esprit d'ouverture, mais aussi une détermination à nous engager dans ce processus, comme cela a été indiqué par les plus hautes autorités du Mali. Il y a une détermination qui a été affichée et nous sommes venus avec un état d'esprit constructif, mais aussi confiant que malgré les écueils qui se présentent devant nous et qui continueront à se présenter, qu'au finish, nous arriverons
conclure quelque chose. Premier recueil de ces assises, des représentants de certains groupes armés quittent la salle peu après le début des travaux. Ils sont signataires du protocole d'entente du 12 septembre et ne souhaitent pas être autour de la même table que la coordination des mouvements de forces patriotiques de résistance, la CMFPR, qui n'a pas apposé sa signature au bas du document en question. Question de protocole et de méthodologie, assure-t-il. Leur présence nous dérange du moment où ils ne sont pas prévus dans les processus parce que pour nous, il doit y avoir, c'est-à-dire des mouvements qui sont en belligérance avec le gouvernement malien, qui sont censés être dans la salle et discuter avec l'État malien. Le plus important, c'est le processus et le processus qui a démarré. Donc maintenant, il y a des écueils qui peuvent se poser ici, là. Bon, il y a des cadres qui sont créés pour pouvoir prendre en charge ces différentes difficultés et que nous avançons. Donc nous souhaitons que chacun fasse preuve d'engagement et de modération dans ce processus. Nous, en tout cas, nous sommes disposés, nous souhaitons que l'entente prévale entre les Maliens et que nous puissions en toutes circonstances être modérés et tolérants et donner la chance à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, mais aussi donner sa perspective par rapport aux problèmes du pays. Cette phase de négociation directe au sein de groupes thématiques prévoit la médiation devra se poursuivre jusqu'à la trêve de l'Aïd avant les prochaines étapes qui devront en principe démarrer à partir du 11 octobre prochain. L'actualité, c'est l'attaque perpétrée à Tombouctou contre l'une de nos équipes de l'ERTM. Nos collègues qui venaient de tourner un magazine sur la paix et la réconciliation dans le village de Duekiri sont tombés dans une embuscade. Ils sont sortis sains et saufs, mais leur véhicule appartenant au gouvernorat a été emporté par les assaillants. Notre correspondant sur place, Adama Djimde, nous en dit plus. Duekiri est un village à 50 km entre Tombouctou et Goundam. Ici, les populations noires comme blanches vivent en parfaite harmonie. Cette localité se caractérise par son hospitalité légendaire entre les différentes ethnies. Ici, toutes les ethnies, Soray, Tamashek, Peul, Arabes, ont accepté de vivre ensemble, de partager les douleurs et les malheurs et le bonheur ensemble. C'est vraiment une force qui peut réconforter toute autorité. Ces communautés cosmopolites n'aspirent qu'à la paix et à la stabilité, un vœu quotidiennement exprimé. Nous voulons la paix, nous voulons un Mali uni et prospère. Donc déposons les armes et donnons-nous la main dans la main. Il n'y a pas question de couleur ou d'ethnie. Le Mali, c'est un pays un et indivisible. Ici, les fils du terroir restés dans les camps de réfugiés ont un seul souci, le retour au bercail. Au camp d'Embera à la Mauritanie, ce qui nous manque, qu'il n'y avait pas de manger. Les gens sont en bas du soleil. Ils sont dans les hangars, ils trouvent 12 kilos par mois chaque personne. Les gens même, ils n'aiment pas le camp de réfugiés qui sont. Ils aiment qu'ils reviennent au Mali. Ce qu'il manque, c'est les moyens de déplacement. Si ils ont trouvé les moyens de déplacement, ça, je sais qu'ils vont quitter pour revenir. Ceux qui ont les moyens, ils ont déjà venu. À Duekiri, les citoyens ont leur propre lecture des négociations entre Maliens à Alger. C'est que moi, je crois quand même qu'il y a eu des mouvements qui n'ont pas d'accord avec l'accord, qui veulent l'autonomie. L'autonomie au Mali, il n'y en a pas. L'autonomie, c'est comme l'indépendance. S'il y avait de l'autonomie, c'est comme l'indépendance. Il n'y avait pas l'autonomie. Mais ils vont faire une solution qu'on peut vivre ensemble au Mali, mais le Mali reste indivisible. Depuis que le Mali a décidé ces accords-là, ces 2 jours que nous vivons, la petite paix qu'on a dans ces 2 jours, vraiment on remercie ça à Dieu. Est-ce que tu vois? Donc mon appréciation, c'est que le gouvernement, avec les groupes offensifs, ont pris une belle initiative. Et justement, c'est au retour du tournage de ce reportage à Duekiri que notre équipe de reportage du bureau de Tombouctou a été attaquée par des bandits armés, 3 individus lourdement armés. Ils ont enlevé le véhicule qui appartenait au gouvernorat de Tombouctou. Je vous l'ai dit tantôt, nos 3 collègues ainsi que le chauffeur sont sains et saufs. Les élus de la nation se penchent sur la participation des jeunes à la démocratie. C'est le thème de la journée internationale de la démocratie célébrée au Mali. La journée est initiée par les Nations Unies et vise la promotion des valeurs démocratiques. Alusine Touré, reportage.
La célébration de cette journée intervient au moment où les jeunes parlementaires maliens mettent en place un réseau au sein duquel ils s'expriment. Le séminaire est donc organisé conjointement par le bureau de l'Assemblée et celui des jeunes parlementaires en son sein. Les préoccupations des jeunes sont nombreuses et méritent toutes une attention particulière. Les jeunes sont les plus nombreux au niveau de la couche, au niveau de la population. Et ça veut dire que si on dit que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, je pense que c'est le pouvoir de la majorité. Donc vu que les jeunes occupent un nombre important au niveau vraiment de la répartition des tranches d'âge, je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse placer les jeunes au cœur vraiment de cette journée-là. Le plus encore on regarde les élections, les jeunes sont considérés comme étant vraiment une sorte de bétail électoral. Ils participent inconsciemment, pas de façon organisée. Les jeunes n'ont pas tellement conscience de leur force politique, de leur poids politique. Une communication du secrétaire général de l'Assemblée nationale sur la mobilisation des jeunes autour de la démocratie aura été le clou de ce séminaire. Les discussions qui s'en sont suivies auront permis de mettre les participants au même niveau d'information. Le thème cette année, à savoir faire participer les jeunes à la démocratie, met l'accent sur les défis et les opportunités que représente la participation des jeunes au processus démocratique. Les parlementaires ont été bien outillés sur la démocratie et ont pu faire une analyse approfondie de la question dans notre pays. Nous parlons des jeunes et nous allons rester avec les jeunes. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal. Nous avons ce soir un invité sur notre plateau. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir. Mohamed Salia Touré est le président du Conseil national de la jeunesse, conseil qui est initiateur du Forum international des jeunes sur la paix, la sécurité et le développement dans le Sahel sous la présidence du chef de l'État. Mais avant de nous parler de ce forum, un mot sur l'actualité débordante. Ce soir, nous avons dans ce journal les dons de la Chine au Mali, les négociations d'Alger. Quel regard portez-vous sur tout cela, M. Touré? Très satisfait après le voyage de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, avec tous les projets avec lesquels il est retourné de la Chine, qui vont effectivement booster le développement et puis faire en sorte certainement que beaucoup d'emplois puissent se créer et au bénéfice bien entendu de la jeunesse. C'est quelque chose pour moi en tant que président du Conseil national de la jeunesse du Mali, quelque chose de très réjouissant et à encourager et puis à féliciter surtout. Et les négociations en cours, c'est ce que nous avons toujours dit. Nous formulons en tout cas le vœu ardent que ces négociations puissent aboutir à un accord définitif de paix qui va permettre que tous les acteurs, nous puissions effectivement nous tourner vers la seule chose qui est importante aujourd'hui, qui est le développement de notre pays. Et nous nous réjouissons effectivement du niveau d'avancement de ces négociations-là. Alors, vous venez de dire le mot, la paix. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'organisation de ce forum à Bamako est dans le même ordre d'idées? Absolument, mais je voudrais, avant de répondre à cette question, restituer le forum dans son contexte et pour dire que le forum aujourd'hui qui doit s'ouvrir demain sous la haute présidence de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, est la mise en œuvre d'une recommandation forte, une recommandation sortie de la 14e édition du forum de la Fondation Forum de Bamako en février dernier, qui a recommandé la tenue d'un forum spécifiquement dédié à la question de la jeunesse. Parce qu'on s'est dit que les questions de paix et de sécurité ne peuvent pas être traitées isolées des questions de développement. Et donc tant qu'on ne donne pas des perspectives et de vraies perspectives aux jeunes, et quelle que soit la paix qu'on voudra construire, elle sera et demeurera toujours très fragile. Alors, sous quel signe placez-vous ce forum? L'enjeu pour nous est très important. Je l'ai dit tout à l'heure, tant qu'on ne donne pas de perspectives à la jeunesse, quelle que soit la paix qu'on va construire, il reste fragile. Et donc c'est le premier forum du genre à être organisé au Mali par des jeunes, les jeunes en avant, même si nous sommes, en tant que Conseil national de la jeunesse du Mali, partenaires avec la Fondation Forum de Bamako dans l'organisation. Mais l'idée globale, c'est comment faire en sorte qu'on puisse créer les véritables conditions pour que les jeunes soient pris en compte dans les différentes initiatives de paix et de sécurité. Et voilà un peu la question centrale, en tout cas, qui va être traitée tout au long de ces 2-3 jours
rencontres à Bamako. Alors, vous dites le premier forum organisé à Bamako, mais les thèmes abordés sont presque aujourd'hui dans tous les forats. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence de ce forum avec les autres rencontres qui se tiennent à Bamako sur la paix et la sécurité? La différence, c'est que c'est les jeunes qui sont mis en avant. Il n'y avait pas eu un forum, en tout cas, sur cette thématique-là, qui va réunir les jeunes venant de 15 pays. Plus de 300 jeunes sur une thématique comme sur la paix et la sécurité. Donc ça, c'est la première spécificité. Et l'autre spécificité aussi, c'est que c'est le premier du genre, dans le sens où c'est les jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement qui sont mis en avant, mais ça va permettre aussi aux jeunes d'échanger entre eux et puis de comprendre les manifestations de ces crises, les causes et quelles sont les conséquences de ces crises-là. Et puis avoir aussi la perception des jeunes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de forats, mais pas forcément organisés et par les jeunes. La voix de la jeunesse n'est pas forcément aussi entendue dans ces différents forats qui ont été organisés. Et donc c'est pour la première fois, on va entendre véritablement, bien entendu, il y aura des dialogues intergénérationnels qui sont prévus et des panélistes de haut niveau, comme au niveau de l'aménagement, de la MISAEL, qui vont expliquer des choses aux jeunes. Mais le deuxième jour du forum sera spécifiquement et spécialement concentré effectivement sur les jeunes. Quelle est la perception des jeunes de ces crises-là dans la bande sahélo-saharienne et quelles contributions ou quelles propositions de solutions les jeunes peuvent apporter à consolider la paix et la sécurité dans nos différents pays. Vous venez de nous dire quelques séquences de ce forum. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres activités prévues à part les panels? Bon, oui, il y a, après l'ouverture du forum par son Excellence Monsieur le Président de la République, il y aura plusieurs panels, des panels animés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des panélistes de haut niveau, tels André Bourgeot par exemple, que vous connaissez certainement, qui est venu de Paris, chercheur du CNRS, et Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre d'État du Sénégal, et aujourd'hui qui a aussi tourné vers ces questions-là, qui va aussi apporter sa touche. Et au-delà de ces échanges-là, ça se fera au niveau des panels. Maintenant, après, il y aura des travaux de groupe entre les jeunes, des moments de partage d'expérience aussi entre les jeunes. Et puis, la dernière journée du forum sera consacrée à la finalisation des actes du forum. Et au sortir, certainement, il y aura un appel qui va être lancé à partir de Bamako par les jeunes. Alors, quel est le résultat attendu, M. Kouli? Bon, le résultat que nous attendons, en tout cas à la fin de ce forum, c'est de faire en sorte que la jeunesse soit mobilisée, la jeunesse se sente concernée et la jeunesse soit proactive sur ces questions-là et à apporter et à aider bien entendu les chefs d'État aujourd'hui qui recherchent des solutions à ces crises-là, mais aussi à contribuer en tant qu'organisation de jeunesse, mais en tant que jeunes tout court. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'ils vont faire au juste, les jeunes? Parce qu'on entend les jeunes aiment faire beaucoup de bruit, on le dit, mais comment ça se matérialise? Ça va se matérialiser par certainement des rencontres de ce genre qui vont continuer. Ça ne va pas on va pas faire seulement un forum à Bamako et après adopter les actes et se quitter. Faire en sorte qu'à la fin de ce forum, une telle rencontre de la jeunesse de l'Afrique puisse s'institutionnaliser. Et pour que l'année prochaine, peut-être, pourquoi pas, on puisse se retrouver dans un autre pays et puis essayer de faire un peu le point sur la mise en œuvre des recommandations qui vont être retenues au niveau de ce forum-là, mais aussi s'engager dans des activités de recherche de la paix. Les ambassadeurs, pourquoi pas être des ambassadeurs de la paix, et des comités de médiateurs également de la paix peuvent être mis en place, et même peut-être un organe, pourquoi pas, des jeunes du Sahel, aller vers la mise en place de cela, et qui va effectivement appuyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chefs d'État dans la mise en œuvre de toutes les initiatives en cours à ce niveau. Mais notre rôle peut aussi se voir à un autre niveau de sensibilisation, par exemple auprès des jeunes, à se tourner vers des activités comme celle-là qui vont rechercher la paix durable. Monsieur Touré, une dernière question. Pourquoi le choix de Bamako? Pourquoi pas Mopti? Pourquoi pas Gao? Pourquoi pas Tombouctou? Bon, nous avons choisi Bamako pour... il n'y a pas eu de... En fait,
on n'a pas eu le choix en fait entre beaucoup de capitales régionales. On aurait pu la faire peut-être à Kai, à Sikasso, mais tout de suite on s'est dit la première édition, ce serait bien de la tenir à Bamako, et vu qu'on a 15 pays aussi avec nous, et faire en sorte que cette première édition se tienne à Bamako. Et puis bon, les prochaines éditions, pourquoi pas, on peut envisager d'aller vers les autres régions. Mais je voudrais mentionner qu'il y a eu des forats que les jeunes ont animés aussi à l'intérieur du Mali, notamment le forum sur l'agriculture organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Constitution citoyenne en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse du Mali, qui s'est tenu à Ségou, et un autre forum qui a suivi, une autre rencontre de la jeunesse aussi qui a suivi à Nyuno. Donc, et c'est pour vous dire que souvent, ces activités de ce genre peuvent aller vers les régions. Alors, M. Touré, rappelez-nous, ça commence demain à quelle heure? Demain, l'ouverture, la cérémonie d'ouverture officielle placée sous la haute présidence de son Excellence, M. le Président de la République, démarrera à partir de 10h dans la salle de 1000 places du CICB. Et ensuite, les travaux avec les 300 participants vont continuer dans la salle de banquet, toujours au CICB, pour les journées du 17 et puis du 18. Et c'est tous les jeunes du Mali qui sont invités? Bien sûr, tous les jeunes du Mali, je l'ai dit, 300 jeunes, et il y aura les jeunes venus de toutes les régions du Mali, et les jeunes leaders, bien entendu, mais aussi des 6 communes du sud de Bamako. Les grandes associations ont été associées à cela, et aussi des associations partenaires dans l'organisation de ce forum, telles l'Association nationale des jeunes économistes du Mali, la Coalition patriotique pour le Mali, etc. D'autres associations qui sont des grandes associations aujourd'hui réunies autour du Conseil national de la jeunesse du Mali pour organiser ce forum, en partenariat avec la Fondation Forum de Bamako, mais aussi en partenariat très étroit avec le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Merci, M. Touré. Donc, M. Touré est le président du Conseil national de la jeunesse. Il nous parlait de l'ouverture demain à Bamako du Forum international des jeunes sur la paix, la sécurité et le développement dans le Sahel. C'est sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. La suite de ce journal, les conseillers de la section des comptes de la Cour suprême renforcent leur capacité dans le domaine du contrôle, et ce durant une semaine. Ils se familiarisent avec les techniques de rédaction des rapports. L'ambassade de la France au Mali, à travers la Cour des comptes de France, a rendu possible la dite formation, nous indique Agali Aga Aguissa. La lutte contre l'impunité et la mauvaise gouvernance passe par le bon contrôle de la gestion des comptes. Et pour bien faire ce travail, la Cour suprême outille son personnel. Il s'agit là d'apprendre aux conseillers de la section des comptes les bonnes pratiques de la rédaction des arrêts. Pendant une semaine, vous aurez à vous familiariser avec la rédaction des rapports afin d'arrêts et des arrêts, vous permettant ainsi d'aboutir à une instruction loyale à charge et à décharge, à une bonne prise de décision et à vous faire comprendre aisément et clairement. L'arrêt, c'est la décision de la section des comptes de la Cour suprême qui se prononce sur la gestion d'un comptable public. Cet arrêt doit être rédigé de façon claire. Nous verrons, si j'ose dire en grande ligne, le fond et la forme. Le représentant de l'ambassadeur de la France au Mali, Jordi Ferrari, a salué cette initiative qui, selon lui, atteste l'engagement de hautes autorités à lutter contre la corruption au Mali. Jordi Ferrari a ensuite réitéré le soutien de son ambassade. Le président du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali informe tous les opérateurs économiques de la tenue de la 3e édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA prévue à Dakar du 23 octobre au 2 novembre 2014. Les opérateurs économiques intéressés sont invités à s'inscrire au plus tard le 13 octobre 2014, délai de rigueur auprès de la direction de la promotion et du partenariat de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Fin à N'Djamena du premier salon international de technologie et de la communication CITIC. L'objectif du salon était de permettre aux innovateurs, développeurs et autres entreprises évoluant dans les domaines d'éthique de faire ressortir leur savoir et savoir-faire. Nos envoyés spéciaux sont Moussa Fane et Samba Dagamaïssa. Durant 3 jours,
Les innovateurs et les professionnels de l'audiovisuel ont échangé sur plusieurs thèmes relatifs à la transition vers l'étude numérique. Selon les participants, cette rencontre a été un lieu de donner et de recevoir, d'où la satisfaction des passionnés des nouvelles technologies. L'économie numérique fait partie désormais de ce qui peut faire avancer le développement de l'Afrique. Pour la recherche d'emploi, pour la création d'emplois, il faut être formé en matière d'éthique. Et je crois que le message que je voudrais adresser à la jeunesse africaine et à notre jeunesse, la jeunesse malienne, est celui d'être consciente qu'elle doit compter avec les autres et elle doit être tournée justement vers ces technologies qui sont les technologies de l'avenir. On ne visite pas seulement, il faut qu'on applique, n'est-ce pas, ce qui est de technologie. Donc, si on applique, on va voir que l'Afrique va élever en puissance en matière, n'est-ce pas, de la télécommunication surtout. Les initiateurs du Salon international des technologies, de l'information et de la communication ont salué la participation massive des pays africains. Selon le ministre de la Communication du Tchad, le salon a atteint ses objectifs. Le CITIC aura démontré à tous que le berceau de l'humanité est en marche et qu'il a toutes les ressources pour être un pays émergent à l'horizon 2025. En ce qui concerne le Tchad, nous mettrons tout en œuvre pour apporter notre contribution aux promotions et au développement de technologies, de l'information et de communication. La révolution numérique dans toute sa dimension a été présentée au cours de ce salon international des technologies, de l'information et de la communication CITIC. Les autorités tchadiennes entendent pérenniser le salon à Djamena en collaboration avec les autres pays d'Afrique. Le CITIC sera désormais organisé chaque année à Djamena. Des prix allant de 3 à 20 millions de francs CFA ont été décernés aux 4 jeunes porteurs de projets. Nouvelle de la Mecque, arrivée hier soir à Médine du deuxième convoi de 500 pèlerins complétant à 1000 l'effectif des pèlerins maliens de la filière gouvernementale. Ils sont tous en très bonne santé, nous précisent Moussa Arimaïga, Ismaël Ouedrago et Modibo Fofana, nos envoyés spéciaux. Nous sommes ici à l'aéroport international de Médine, en Arabie Saoudite. Lundi 15 septembre 2014, 1h du matin. Dans cet avion géant, plus de 500 pèlerins maliens en route pour la Mecque via Médine, première étape du pèlerinage. 500 pèlerins satisfaits pour la qualité du service gouvernemental. Ça s'est très bien passé, très satisfait. On est arrivé à Médine. On a passé un long voyage, une attente de près de 4 heures de temps, mais le voyage s'est bien passé. À l'accueil, le délégué général du Hajj 2014 et l'ambassadeur du Mali auprès du gardien des lieux saints de l'islam. Le sentiment, c'est un sentiment de responsabilité à assumer, de minimum de courtoisie aussi à l'endroit de compatriotes pour accueillir les pèlerins du premier jusqu'au dernier vol, leur souhaiter la bienvenue et former à leur endroit les vœux d'un pèlerinage réussi. Nous sommes satisfaits des conditions dans lesquelles se déroule cette arrivée-là. Mon tout premier propos, c'est de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant pour nous avoir permis de retrouver en parfaite santé les pèlerins maliens, ceux de la filière gouvernementale et ceux de la filière privée. Cap à présent sur les lieux d'hébergement. En tant que représentant de l'État, pour leur dire simplement que je suis ici non seulement pour la filière gouvernementale et également pour la filière privée. Ce sont nos partenaires privilégiés. Sur les 9000 pèlerins que nous avons, la filière gouvernementale n'en a que 1000 et 8000. Donc forcément, on est obligé de travailler main dans la main pour la réussite de cette opération au nom du Mali et pour le bonheur de tous les pèlerins. Le moral est bon, au bon fixe. Vraiment, avec ça, vraiment, on pense qu'on est encadré. Parce que nous-mêmes, on a besoin d'encadrement. Quand tu vois tes autorités autour de toi, tu es rassuré. Donc, on est vraiment rassuré. Des sites hautement appréciables, tant pour le confort que pour la proximité près de la mosquée du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, où 10 petites minutes seulement vous suffisent pour y effectuer les obligations religieuses sur un parcours de 500 mètres.
En 5e région, ouverture ce matin des travaux de la première session ordinaire de la Cour d'assises de Mopti, session 2014. Au rôle de cette session qui va durer 3 semaines, 39 affaires dont des cas d'assassinat, de pédophilie, de viol, d'enlèvement de personnes et des infractions contre des biens. Jules Sambou Sissoko, les détails. La justice est un puissant levier dans la promotion de la paix et de la réconciliation nationale par la bonne distribution de la justice. Justice rendue au nom du peuple malien, comme à cette première session ordinaire de la Cour d'assises de Mopti, qui examinera 39 affaires dont l'infraction dominante est le crime de sang. Et la justice sera ferme dans l'application de la loi, a indiqué le premier président de la Cour d'appel de Mopti, Mahamadou Berté. Dans son réquisitoire, le procureur général Mahamadou Bagayogo lui a précisé de vive voix une priorité de la justice malienne, plus jamais l'impunité. La politique criminelle qui sous-tend ces précédentes assises sont, je le répète, le principe de la légalité, du respect des droits humains, la lutte contre l'impunité. Vous jugerez et jugerez bien conformément à la loi. Ceux qui sont retenus dans les lieux de l'agression seront condamnés à la mesure de leur forfait. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mopti, Maître Simon Lougué, a souhaité l'application réelle et neutre du droit. On a plus d'une année. Les accusés attendent d'être jugés et connaître leur sort. Ils œuvrent tous ensemble pour que la justice soit distribuée sur l'ensemble de notre pays en général et sur les ressorts judiciaires de la Cour d'appel de Mopti en particulier. C'est donc bien parti pour les travaux de la présente session d'assises qui s'achèvera le 2 octobre prochain avec l'apport judiciaire de 6 assesseurs. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et ses partenaires ont présenté ce matin à Bamako les résultats de l'étude sur la situation de référence et d'identification des zones d'intervention prioritaires de la Grande Muraille Verte du Mali. Sorona Kamisoko, reportage. Les acteurs de l'environnement s'engagent pour une gestion durable des terres dans la bande sahélienne. C'est tout le sens de cette étude sur la situation de référence et d'identification des zones d'intervention prioritaires de la Grande Muraille Verte du Mali. Le but de cette étude est d'examiner les enjeux liés à l'environnement dans les 11 pays concernés. Cette étude devra également permettre d'initier une dynamique de convergence autour de ce programme commun. Nous sommes tous interpellés à donner un sens et un contenu opérationnel à cette grande initiative. J'aimerais exhorter particulièrement les élus et les représentants des organisations de la société civile pour qu'ils s'engagent auprès des services techniques pour concrétiser l'initiative de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte est positionnée pour être le catalyseur du développement durable et de la réduction de la pauvreté dans les zones désertiques limitrophes du nord et du sud du Sahara. Le présent document faisant l'objet de la restitution qui fournit une carte d'occupation des sols servira de base pour la formulation de propositions de projets programmes pour les activités de terrain. La présente journée devra permettre aux participants venus du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie et ceux du Mali d'avoir une vision commune sur l'initiative de la Grande Muraille Verte au Mali. L'Agence pour la promotion des exportations APEX Mali a tenu la 2e session de son conseil d'administration. Cette session ordinaire porte sur l'aspect budgétaire et l'exécution des grands chantiers de 2014. Fatoumata Kone pour les détails. Cette 2e session ordinaire de l'agence APEX Mali est axée sur les réalisations faites en 2014. Nous avons réussi à élaborer un plan de communication. Nous avons réussi également à mettre en place une base de données sur les statistiques du commerce extérieur, notamment des exportations, toutes choses qui doivent permettre à l'agence de pouvoir suivre, n'est-ce pas, le déroulement normal des activités des exportateurs. L'ordre du jour porte également sur le budget de fonctionnement de l'APEX Mali, estimé à près de 182 millions de francs CFA. Pour l'amélioration de cette recette, les administrateurs misent sur les récentes rencontres des autorités maliennes aux Émirats arabes unis et en Chine. Pour 2014, en revanche, nous avons légèrement progressé. On va être autour de 182 millions, mais y compris les salaires qui prennent à peu près 30 millions. Ce qu'il faut faire, c'est d'attendre aussi la fin de l'exercice pour être assuré que nous avons pu mobiliser toutes ces ressources.
La rencontre à la conférence internationale des investisseurs de Dubaï entre l'UEMOA et les bailleurs de fonds arabes. Ensuite, la visite de travail effectuée par le président de la République en République populaire de Chine. Les résultats substantiels rapportés de ces rencontres conduiront à brève échéance à un développement spectaculaire de nombreuses infrastructures dans les domaines du transport, de l'énergie, des télécommunications, de la formation technique et professionnelle. L'Agence pour la promotion de l'exportation Apex Mali envisage la création d'un site internet et d'un guichet unique à l'exportation. Le ministre du culte et des affaires religieuses vient de procéder au lancement du 3e congrès triennal de la jeunesse de l'Église évangélique protestante du Mali. Au cours de ce congrès de 7 jours, les jeunes renforceront leur foi et partageront certaines valeurs humaines comme le pardon et la fraternité. Honoré Tchenou, reportage. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Assez évocateur, il constitue le thème de ce 3e congrès triennal de la jeunesse de l'Église évangélique protestante dont les travaux viennent de démarrer dans la cité de Balanza. Je rends grâce à Dieu pour ce 3e congrès triennal de l'Église de la jeunesse de l'Église évangélique protestante du Mali. Je remercie les 3 districts, Nyono, Kouroumari et Ségou, qui se sont unis pour organiser ce congrès triennal. Ce brassage de jeunes chrétiens et non chrétiens est une opportunité d'enseigner le pardon, la tolérance et la foi à l'unicité de Dieu, chose partagée par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Les grands peuples, les aimés de Dieu sont éprouvés à chaque moment pour se rappeler leur degré de croyance et de foi. C'est ce qui a été au peuple d'Israël. Et qu'a dit l'homme? Vois, Yahvé, regarde-moi, je suis seul aujourd'hui. L'intérieur à moi est tourmenté. De mon extérieur, du dehors, mes enfants sont tués par les épées. Et à l'intérieur, c'est comme la mort. Car j'ai été rebelle. Soyons croyants, donnons une chance afin que nous soyons là pour la moisson, pas du mil et du riz. Ce n'est pas le levain du pharisien ou du sudacéen, c'est le levain de la parole du Christ. C'est ça la moisson. C'est la jeunesse de Ségou qui est à l'honneur. Du jamais vu au Mali, plus de 1500 congressistes venus des 15 districts de l'Église évangélique protestante du Mali ont pris part à ce lancement du 3e congrès triennal des jeunes de l'Église évangélique protestante. Retournant à Bamako, le Salon international du bassin Siba a bouclé ses portes vendredi. C'était au CICB, organisé par l'agence de communication publique First. Le Salon international du bassin Siba a regroupé plusieurs stylistes, teinturiers et promoteurs de basins au Mali. Fatmata Kouni était sur place. Teinturiers, vendeurs, accessoristes ont fait des expositions pendant 10 jours au CICB. En plus de cela, le Salon international du bassin Siba était l'occasion rêvée pour faire des achats de basins riches, teintés et même cousus à la veille de la fête. Pour les initiateurs, le pari est gagné pour cette première édition 2014. On a l'habitude de célébrer le bassin au cours de cette fête religieuse qui est la Tabaski. Donc nous nous sommes dit qu'à la veille de la Tabaski, justement, le sujet était encore plus d'actualité et c'était le moyen d'interpeller encore plus les acteurs de la filière et tous ceux qui nous ont accompagnés, qu'on a sollicités. Certains sont venus avec nous, d'autres ont été plus réticents. Mais je crois qu'au terme de cette première édition, nombreux sont ceux qui ont compris que ça en valait la peine, que c'est opportun et nous souhaitons, Inch'Allah, que tous ces gens nous accompagnent pour l'année prochaine. Le Siba a été un véritable lieu de la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Quand il y a la volonté, il y a le chemin toujours. Je lance un appel à tous les jeunes pour leur dire que le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde. Donc moi, je les invite à aller dans le secteur privé. Très beau bassin, Fatmata Kouni. Sport, handball, le centre omnisport de Missabougou en dames et l'USFAS chez les hommes remportent les trophées de la Coupe du Mali de la discipline. Ils ont battu respectivement en finale le Tata National de Sikasso 27-25 et l'AS Commune 2 24-14. Les rencontres ont eu lieu au Palais des Sports et le résumé c'est avec Abdul Karim Kaba.
En moins d'un mois, le centre Omnisport de Missabougou, ici en jaune, prend sa revanche sur le Titan national de Sigassou, qui avait gagné un championnat. Le jeu a été beaucoup technique, de bout en bout, tellement les formations en voulaient. Déjà à la pause, un point séparait les deux clubs, soit 12-13 pour les jeunes de Missabougou. Même scénario en deuxième période. Tout de même, Missabougou arrive à garder son avance jusqu'à la fin du match, 27-25. Avec cette victoire, le centre Omnisport de Missabougou remporte son premier trophée après sa création. Je suis très satisfait par le fait que toutes les équipes ont démontré un niveau vraiment supérieur à ce qu'on attendait de ces équipes-là. Chez les hommes, les militaires en bleu n'ont pas cherché de midi à 14h. Le SFES s'impose devant l'AS Commune 2, 24-14, soit 10 points d'écart. Nous avons vu deux belles finales. Il s'agit là vraiment de féliciter les équipes pour la qualité du jeu développé ici. Il s'agit aussi de féliciter et de soutenir la Fédération malienne de handball qui, malgré les difficultés qu'elle rencontre, parvient à organiser en tout cas le championnat, parvient aussi à organiser la Coupe du Mali. L'USFAS en homme réalise le double Coupe championnat. En dame, le Titan de Sigassou et le centre Omnisport de Missabougou se partagent les deux trophées. Après ce handball et la transition est tout trouvée, les spécialistes ne cessent de le répéter, le sport est très important dans la santé. Pratiquer une activité physique et sportive peut aider à prévenir beaucoup de maladies. Ces mêmes activités sportives peuvent être utiles pour retrouver la santé. Mais encore faudra-t-il que cette activité soit adaptée à l'organisme, une chose que beaucoup ignorent. C'est pourquoi une association cherche à promouvoir l'idée de l'adaptation du sport et de l'alimentation à l'organisme. Un sujet qu'aborde aujourd'hui notre équipe de Focus Santé dirigée par Tchessera Dambélé. Les activités physiques et sportives, de par leur nature, font brûler plus de calories que d'habitude. Que ce soit la course, la marche rapide, les arts martiaux, la gymnastique, la danse ou même le jardinage, même le profane sait aujourd'hui qu'elles sont indispensables pour vivre longtemps en forme et en bonne santé. Selon l'OMS, l'inactivité physique entraîne dans 33% des cas des cancers. Et aussi, toujours selon l'OMS, il a été constaté que la mortalité par inactivité est 1,2 à 2 fois supérieure chez des patients ou des sujets qui sont inactifs comparativement aux sujets qui sont actifs. Contre presque chaque maladie, l'activité physique et sportive joue un rôle positif. Pour les maladies du système digestif, par exemple, ce sont les activités de renforcement de la musculature et de l'équilibre et les activités d'assouplissement qui sont conseillées. Les problèmes de gastrite, d'ulcère, l'activité physique en accélérant la vidange gastrique peut participer à améliorer ou à éviter, comme vous le dites, la prévention de ces affections. Au niveau de la vésicule biliaire, et avec le renforcement de la musculature et de la motricité, intestinale, l'activité physique va favoriser la vidange de la vésicule biliaire et par conséquent éviter des problèmes de calcul de la vésicule biliaire. L'impact sur le foie, on sait bien que quand on est inactif, le plus souvent, on emmagasine de la graisse. Et cette graisse peut s'emmagasiner au niveau du foie. L'activité physique permettra justement de dégrader les graisses, de faire en sorte que ces graisses ne se déposent pas au niveau du foie et par conséquent, ce dépôt excessif de graisse au niveau du foie peut entraîner une maladie du foie qui peut conduire à la cirrhose du foie et même le cancer du foie. L'activité physique a un impact positif sur la survenue du cancer du côlon et du cancer du rectum. Ça participe à l'élimination des éléments carcinogènes qui n'auront pas suffisamment de temps
pour pouvoir impacter sur la muqueuse du côlon. Mais le type d'activité physique ou sportive que nous menons souvent est-il adapté à l'organisme et à ce que nous attendons de l'effort? Pas toujours. Aucun sportif ne doit évoluer en dehors de la capacité cardiaque optimale. Quand tu dépasses ça, il y a un risque. Donc il y a une adaptation. Et le sport doit être adapté aussi par rapport aux maladies qu'on veut prévenir. Donc il y a des séances de réentraînement à l'effort pour perdre des calories. Et il y a des sports aussi pour renforcer localement des muscles. Pour faire un bon sport, un sport efficace, un sport sans danger, il faut un bilan ad hoc. Il faut adapter son sport à sa pathologie. Faire l'haltérophilie par exemple, alors qu'on a son sphincter, son périnée qui est flasque, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous allez plutôt perdre vos urines en voulant soulever ces poids-là. C'est plutôt une activité sportive dirigée, centrée sur le périnée. Et les gens pensent que c'est les 1000 mètres, c'est les... Non, c'est pas ça. Adapter l'activité physique et sportive et l'alimentation à la santé, c'est ce que propose aujourd'hui aux Maliens Physiosport, l'association pour la promotion et l'activité physique et sportive. Les spécialistes réunis en son sein conseillent avant tout un bilan biologique pour mieux choisir l'activité physique et sportive qui sied le mieux à l'organisme en face d'eux. Point final à ce journal, la météo tout à l'heure avec Abibatou Diakité, à retrouver aussi le JT des formations avec Rachel Tessougué. Demain pour l'information, Aïssata Ibrahim Maïga pour les éditions matinales. Tout le plaisir sera pour moi d'être là pour celle du soir. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Et grand merci à vous qui nous suivez depuis l'Arabie Saoudite. Bonsoir et à demain.